oui, c'était l'époque où je lisais William Brooks, Révolution électronique. Là, il promulguait une idée d'enregistrement et émission de cet enregistrement dans un lieu encore plus bruyant, ainsi de suite, jusqu'à l'infini, je crois. Et on peut penser mais comment? C'est Frédéric Charpentier dans le cinéma, il faisait ça en fait. Il développait plusieurs fois le même film en dégradant et jusqu'à rien reste comme trace filmique. Et Naked Lunch aussi c'est bizarre, des romans de William Brooks que je lisais beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut penser? Enfin, Jean Genet, je vais lire surtout les essais sur la tapisserie du Moyen-Âge et sur Giacometti et sur Rembrandt. C'était quoi cette histoire de déchirer un tableau de Rembrandt et divisé en des morceaux bien réguliers, jetés aux chiottes? Ça, c'est intriguant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Révolution électronique, hein, depuis combien de temps? Voilà. Avant d'aller à Paris, en fait, en 1984, j'avais déjà lu la poésie de Beat Generation, surtout Kerouac. C'est pas la poésie, mais à côté de Brooks, il y avait de Ferlinghetti, un grand poème qui s'appelle America. C'était qui le plus connu entre eux. Donc c'était rafraîchi tous mes intérêts poétiques. D'une part, j'étais très moyen-âgesque. Jean Genet, avec son intérêt pour les licornes, m'intriguait. Jacques Kerouac, d'une part, avec son idée de voyage, de vagabondage. On disait, au bout, à l'époque, je pense, toute cette Big Generation était vraiment beatnik. Et oui, j'étais élevé déjà avec la musique de Beatles. Mais on essaie d'entrelacer toute cette connaissance hermétique, ésotérique d'Istanbul, promulguée dans la pénombre par E.J. Ayhan et Ilham Berg. On était complètement imperméable à tout ce qui vient de Necip Fazıl, Kısa Kürek, Grand Orient, etc. Grand Orient, pour nous, c'était le cercle d'Orient, c'était une sorte de franc-maçonnerie comme nom, en fait, comme ce qui nous associe poétiquement. On était resté tout en influençant par la poésie Beat Generation ou Walt Whitman et tout, on était resté anti-américain, c'est-à-dire anti-capitaliste en fait. On n'était pas pro-soviétique, mais on donnait une importance à l'expérience soviétique. Mais il y avait une présence des Polonais déjà, comme il y avait un mouvement ouvrier de Solidarność, Lech Walesa et tout. À Istanbul, les Polonais sont les premiers à venir
Donc comme Occident, en fait, le pays occidental, c'était la Turquie à l'époque. Et les Polonais, c'était oriental. Et il y avait des Iraniens aussi, étudiants iraniens, parce qu'il y avait eu une révolution islamique en Iran et une autre révolution en Pologne. Donc les années, c'est juste début des années 80. Et en Turquie, tout de suite, il y a eu un coup d'État. Je connaissais absolument pas le Marcion de Sinope, mais je connaissais quand même un équivalent dans les sectes islamiques, Kalenderi. Ils ne sont pas des Hachachis, mais Kalenderi, c'est une secte qui ressemble beaucoup à l'orthodoxie slave, disons. Ils étaient vraiment comme des fakirs indiens. J'ai eu des informations à partir de Reşat Ekrem Koçu. À Istanbul, il y avait quand même une présence de ce genre de derviches. Là, on pourvoyait pour eux juste le fond du tonneau de vin. Le fond, dans le fond, il y avait une sédimentation, une sorte de boue. Là, ils mangeaient simplement ça. Enfin, ils ne pouvaient pas se permettre à boire du vin parce que c'était cher pour eux, c'était un produit de luxe. Mais la boue, que je n'ai jamais vue, du tonneau de vin, c'était réservé pour ces derviches, quoi. Ce sont des calendéries. D'ailleurs, mon website depuis 2009, dans le sous-titre, il y a Kalenderia. Le mot de calendérie. Şiirbilim, Dreambilim, Kalenderilik. C'est ça la poésie. La science de la vie, c'est-à-dire bios, logos, biologie, Dreambilim. Şiirbilim, ça fait du rime. Et calenderilik, ça fait pas du rime, mais il est là délibérément. Voilà, qu'est-ce que je lisais Turcica, la revue Turcica dans la bibliothèque de langue orientale de Paris, rue de Lille. Il y avait un certain Melikov. Je connaissais Idriss Shah quand même, qui est grand spécialiste. Ernst Renan, Maurice Barrès, c'était mes intérêts, les grands orientalistes littéraires. Surtout Barrès, en fait, très inspirant. Bien que politiquement, en fait, c'est une époque qu'on ne peut pas comparer, peut-être qu'on peut comparer. Il était de droite apparemment, mais son style, ses lieux d'inspiration m'intéressaient. Même Tolède, que je ne suis jamais allé, était représenté par Barrès d'une manière très mystique. Voilà, mystérique. Ce sont des souvenirs intellectuels. Et il y avait le pont de Galata, en fait, c'était comme l'origine de toutes les idées. Et maintenant, ça n'a rien à voir avec le pont de Galata actuel. C'était une sorte de fer forgé, style de Kaiser Wilhelm II, donné comme cadeau aux Ottomans de l'époque. Là, à la sortie de l'université, on allait toujours là-bas, en été et en hiver. Quand il fait froid, quand il fait chaud, tout le temps là, on buvait du thé et les autres, ils fumaient de narguilé. L'un de mes poèmes déclaratifs au sens poétique du terme, c'est-à-dire une sorte de manifeste, est écrit sur une marque de fabrication, je crois, de narguilé, du tabac de narguilé, qui s'appelle Tembeki. Peut-être que le nom, non pas de marque, mais de le nom de cette substance Tembeki. Le titre exact, c'est Beige Tembeki.
Beige, c'est comme couleur. Beige visait à quelque chose extrêmement orientalistique comme image Tombeki. Et beige, c'est complètement neutralisé, est devenu moderne et, je dirais, opaque, sans profondeur. Un jeu de surface pure. Peut-être qu'une boîte de Tombeki se glissait sur la mer. Je l'ai vu, à cette vue, j'ai écrit en attendant les amis de ce poème. Et je me rappelle d'un seul vers de ce poème. Beige İngilizliğim sizi ilgilendirmez. Voilà, c'était déjà écrit avec un style de distance et de retenue et de voilà, je vous voyais dans le poème et j'adressais à un certain vous. Et en disant que, voilà le ton déclaratif, ça ne vous concerne pas. Mon anglicisme beige, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, cette figure occidentale était représentée comme une sorte d'anglicisme. Et neutre, c'est-à-dire beige en couleur, sans couleur. Alors que dans le poème, il y avait beaucoup de signes qui affichent ma couleur tout à fait passionnelle, hermétique, kabbalistique, orientalistique, marginale. Mais c'était quoi les autres vers? Il faut voir. Il y avait une sorte de référence à l'alchimie, phlogiston, à la science qu'on appelle méthodologiquement phlogiston. Il y avait de mes intérêts pratiques pendant la puberté. Là, je pratiquais la chimie, une sorte de chimie bien matérielle, quoi. Il ne s'agissait absolument pas de la poésie, mais il s'agissait d'une poésie concrète, avec les substances. Donc, je travaillais à la phlogiston, et dans la matière inorganique et dans la matière organique, c'est-à-dire j'étudiais les plantes et la théorie d'évolution dans les plantes, c'est-à-dire un certain mendelssohnisme. Je pratiquais mendelssohnisme. Voilà. Donc, c'était une déclaration, un manifeste poétique épocale. Donc, ça adressait à quelqu'un, à un ensemble de vous, et à la fois complètement personnel, comme une confession de ce que je suis au fond. Donc, incomparable, la singularité incomparable d'une signature. Je crois que dans une semaine, j'ai écrit un deuxième poème qui était une réponse spéculative à ce poème. Ça s'appelle une sorte de réplique, une réponse à Tombeki beige. Je crois qu'il y a maintenant plus de 5 ans, et j'ai recueilli tous mes anciens poèmes. J'ai fait un montage à peu près chronologique, et je crois que ça commence avec ces deux poèmes. Tombeki beige, réponse à la Tombeki beige. Donc ce sont des poèmes initiaux, bien que ce ne soit pas les premiers poèmes. Mais ça datait la fin d'une époque de situation historicisée qui était vraiment en couleur très socialiste. Et neutralisation et ouverture après la découverte que j'ai faite dans les situations historicisées. Donc après
les découvertes de la profondeur historique sans tête, sans queue. Donc, je devenais tout de suite neutre à propos de l'histoire. Par curiosité, devenir neutre. Donc, avoir une distance à peu près égale à toute chose. D'où ce petit déplacement léger du socialisme au sens étroit du terme à une universalisme, disons, utopique. Ben oui, tout de suite, j'ai découvert Charles Fourier, socialisme utopique. Donc je suis tombé d'ailleurs comme un directeur de thèse à ce grand spécialiste de Fourier, M. René Scherer. C'est une centenaire, une chaîne centenaire que je consulte encore, ces livres, ces petits albums sur ma table de travail encore. René Scherer dans ces derniers jours pour vérifier quelque chose en image. Je fais assez souvent vérification en image, c'est-à-dire n'est-ce pas, comme une encyclopédie. L'autre mois, dans le petit matin, je faisais une vérification d'un tableau de Eros Psyché, je crois. Mais c'était bizarre parce que Eros était grandi et était tombé d'Eros. Non, Eros simplement infléchissait avec une flèche à la main. Et il y avait une inondation de lumière sur le corps d'Eros. C'était fantastique. Et c'est ce tableau très connu sûrement, très classique, était utilisé dans l'un des livres de Roland Barthes, mais dans lequel j'étais presque sûr que c'était dans le livre de Fragments d'un discours amoureux. Non, je n'ai pas trouvé. Et dans le plaisir du texte, non, je n'ai pas trouvé. Mais je suis sûr que ce tableau est reproduit comme une page insérée dans un livre de Roland Barthes, mais lequel? Et c'est la même chose pour René Scherer, mais pour quel photographe cette fois-ci? Ah oui, pour la bibliographie, est-ce qu'il connaissait par exemple Diogène? Est-ce qu'il citait l'histoire de Saint Nicolas? Ah oui, il y a toute une iconographie très enfantine autour de Saint Nicolas. Ah oui, j'ai vu avec mes propres yeux, quand j'avais 18 ans, le tombeau présumé de Saint Nicolas à Antalya, d'Emre. Donc à Chypre aussi, il y a Nicosie, donc Nicolas, Nicosie, c'est très répandu dans le monde grec chrétien. Et on en sait presque rien. Voilà, et j'ai pris, il y a des choses à lire concernant théologie, de Marcion, même des gens comme Yves Lacoste a écrit sur le sujet, et Tardieu, Michel Tardieu aussi. D'abord, j'aimerais bien commencer par Michel Tardieu sur Marcion, christianisme primitif, donc socialiste, donc fraternel, donc anatolien, donc universalisante. Oui, ça m'étonne toujours comment une religion d'Anatolie, pas trop Moyen-Âge, il y en a christianisme primitif, est devenue une religion des
gentils, c'est-à-dire le peuple sauvage de l'Europe, les Nordiques, les Anglais, les Scotch, les Anglais, les Norvégiens, les Allemands. Comment ils sont convaincus? Par quel biais? Alors que l'Anatolie n'aurait pas plus le droit de choisir sous l'occupation mongole, il restait d'un islam très volatilisé, je dirais. Politiquement, non pas socialiste, mais en pratique, c'était socialiste. L'exemple, voilà. C'est travailler ça que je suis allé à Paris finalement. Mais je n'ai pas étudié officiellement, mais toujours officieusement.